Parfait. Allez, écoutez, on va se lancer. Ce soir, on avait envie de vous faire un live un petit peu plus qui vous apporterait des outils. En fait, on a pas mal parlé dans les précédents lives de l'émotionnel et de l'importance de l'émotionnel dans les intégrations de nouvelles ressources et de nouvelles compétences, on va dire, psychiques. Donc là, j'avais envie, moi, de vous parler de l'intelligence émotionnelle. Donc, on va refaire un tout petit point dessus. Je vous explique un petit peu ce que c'est pour que vous puissiez comprendre. Il y en a peut-être déjà qui comprennent et qui connaissent cet outil. Mais on va vous faire un petit topo. Et puis après, on va essayer de vous en parler un peu plus sur la sphère du ressenti et de comment ça peut être utilisé. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître, à comprendre, à maîtriser ses propres émotions et aussi à comprendre celles des autres et pouvoir rentrer en interaction avec eux grâce à la sphère émotionnelle. Vous vous doutez bien que l'émotionnel est extrêmement important dans nos réactions, notamment parce que quand il nous arrive quelque chose, l'émotionnel s'active. Et quand l'émotionnel s'active, ça apporte une réponse, en fait, un comportement. Donc, si c'est la mauvaise émotion qui s'active dans certaines situations, par exemple, imaginons qu'il y a un animal sauvage devant vous et que là, normalement, il faudrait avoir peur et qu'à la place, je ne sais pas, c'est de la joie qui s'active, le comportement risque d'être pas tout à fait adapté. Donc, en fait, il y a pas mal de chercheurs qui ont travaillé sur l'intelligence émotionnelle et qui se sont rendus compte que les personnes qui avaient... il y a d'autres personnes qui arrivent. Que les personnes qui avaient une bonne intelligence émotionnelle avaient une meilleure capacité à gérer leur vie, à avoir des bonnes relations sociales et à réussir, justement. L'intelligence émotionnelle, elle permet surtout de prédire, on va dire, le succès d'une personne beaucoup plus que l'intelligence cognitive. Aujourd'hui, on parle beaucoup de QI. Vous avez dû le voir, hein, c'est un sujet qui est souvent abordé de, voilà, il est au potentiel, il est hypersensible, donc il est au potentiel. Finalement, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a eu des recherches qui ont été faites qui ont permis de se rendre compte qu'un haut potentiel, souvent, vous devez en connaître autour de vous des hauts potentiels de toute façon, va souvent avoir des réponses inadéquates dans des situations émotionnelles, parce que c'est des personnes qui ont une logique énorme dans des situations concrètes, qui demandent de la logique. Par contre, quand il faut faire appel à de l'émotionnel, par exemple dans une relation sociale avec quelqu'un, ils vont être complètement à côté, en fait. Donc, c'est pour ça que cette intelligence émotionnelle est hyper importante, je trouve, comme clé pour se comprendre, pour avoir une meilleure connaissance de soi et pour avoir des réactions adaptées. Voilà, je vous ai fait une petite introduction de, de ce que c'est. Super, écoute, moi j'ai envie de poursuivre par rapport à ce que tu dis en s'appuyant sur une vision subtile en fait de repartir dans l'infiniment petit dans l'énergie. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui, dans du développement personnel, dans une démarche spirituelle, vont avoir compris, mais du coup, ça n'est pas garant du déploiement de conscience. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu observer. Le vrai déploiement de conscience, la clarté, va toujours être l'association de j'ai compris plus je ressens. Et en fait, moi, dans ma pratique, j'accueille souvent, je ne sais pas, par exemple, on va caricaturer un petit peu des psychanalystes ou des psychologues qui, en fait, ont vachement compris en fait, leur histoire. Ça peut être même impressionnant hein, à quel point il y a une clarté sur toute l'histoire, mais qui peut-être n'ont pas été assez au contact de « je ressens ». Et du coup, il n'y a pas le déploiement de conscience. En fait, ça tourne en boucle. Moi-même, dans ma propre histoire, hein, je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire que j'avais une grande capacité à comprendre, à analyser, à faire les liens psychiques, mais complètement détaché de ce que je ressentais. Et du coup, en fait, je tournais un peu en boucle dans ce que j'imaginais être un déploiement de conscience, alors que c'était juste en fait une bulle mentale. Et il n'y avait pas vraiment une vraie clarté sur les choses. Donc, l'émotionnel est vraiment garant du véritable déploiement de conscience. Sinon, c'est juste un déploiement mental qui, à terme, est stérile, quoi. Et il y a aussi un point que, dans ce que tu dis, j'ai envie de rebondir là-dessus. Quand tu parles de personnes qui ont conceptualisé, qui ont compris mentalement ce que c'est, moi, j'ai souvent vu des personnes, et ça, peut-être que certaines personnes vont se reconnaître là-dedans. Par exemple, vous voyez, souvent, dans les générations précédentes, là, maintenant, ça va mieux, ça va être un homme, ça ne pleure pas. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, l'homme, il va se dire, quand il est triste, que c'est plus valide de ressentir de la colère que de la tristesse.
Donc, il va se mettre en colère parce qu'en fait, c'est bien vu qu'un homme se mette en colère, tape du poing sur la table, etc. Alors, c'est de moins en moins vrai hein, avec le temps qui passe parce qu'il y a une conscience de tout ça, justement. Et j'ai vu beaucoup de personnes me dire, quand on travaillait notamment sur l'intelligence émotionnelle, se rendre compte qu'en fait, ces personnes se mettaient en colère quand elles étaient tristes. Donc, du coup, là, on vise totalement à côté. Et pour pouvoir intégrer l'émotion, bah, ça ne marche pas. Donc, ces personnes, au lieu de pleurer simplement d'être tristes, vont devenir violentes et agressives. Et du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer? L'émotion n'est jamais intégrée, ça se répète sans cesse parce que notre système veut qu'une chose, notre système veut qu'on intègre. Et donc, du coup, on tombe dans une répétition. Et ces personnes-là sont convaincues qu'en fait, elles sont en colère alors qu'en réalité, elles sont tristes. Donc, ça demande quand même une vraie conscience et une acceptation d'aller débroussailler plus loin que juste ce qui est visible. Ah oui, ce que tu introduis là, c'est carrément génial. Moi, j'appelle ça la stratégie de l'émotion parasite, où Ouais. en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, souvent c'est dans la prime enfance, hein, Mm. où imaginez un petit enfant à qui on a répété n'aie pas peur, ça va aller à l'école, dans la famille. Alors, en fait, son système profond, donc au niveau inconscient, au niveau égotique, donc là où il y a nos stratégies de survie, le système va intégrer qu'en fait l'émotion est interdite, en gros, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Hein, le système le prend au pied de la lettre, n'aie pas peur, donc peur interdite. Et quand une situation va générer de la peur, le système va tenter de poser une émotion parasite dessus. Donc, à la place de la peur, par exemple, de la colère, comme tu disais. Et si à nouveau l'émotion est interdite, ça peut arriver, hein, parce que la colère est souvent mal vue dans les familles, à l'école, bah, le système va l'exclure. Et là, quand l'enfant va être à nouveau face à une peur, hop, ça va être bloqué. Tentative de le remplacer par de la colère, hop, ça va être bloqué. Et par exemple, tentative de le remplacer par une énième émotion parasite qui peut être de la tristesse. La tristesse est souvent un peu mieux acceptée dans nos sociétés. Donc, ça va donner des gens qui plus tard vont dire, mais je les vis, mes émotions, je suis triste sans cesse. Et en fait, la personne n'est pas sur la bonne émotion, donc ça résout rien, ça marche pas en fait. Oui, complètement. Et ça, moi, j'ai vu beaucoup avec des archétypes un peu un homme, ça se met en colère, mais ça ne pleure pas. Et une femme, ça a le droit d'être triste. Il y a un peu cette réputation de la femme qui chouine, en fait, en quelque sorte, mais qui n'a pas le droit de se mettre en colère. Et du coup, ben, on passe à côté d'une émotion qui, imaginons une femme, ressent de la colère, mais à la place va pleurer parce qu'elle se croit triste. En fait, simplement, si elle tapait un peu du poing sur la table et qu'elle haussait la voix en disant là, je suis pas contente, je suis en colère, ben, ce serait 50% du problème qui serait réglé. En fait, la décharge émotionnelle sortirait juste parce qu'elle a réussi à verbaliser ce qu'elle est en train de ressentir et que ça tombe pile poil dans le mille, en fait. Peut-être ce qui peut être intéressant d'introduire aussi, c'est la fonction physiologique en fait, hein, d'une émotion. Mm. Donc, ce qui se passe au niveau cellulaire, moi, là, à l'époque, la personne qui m'a introduit le concept et qui m'a permis de le voir après sur les gens, parce que quelquefois, quand une personne l'a acquis dans son système, moi, ça me permet de voir. Et donc, ça m'a permis de découvrir qu'en fait, l'émotionnel venait vraiment se lier à l'élément eau dans notre corps. Et donc, l'absorption de l'eau, qui est quand même 80-90% de notre constitution physiologique, l'absorption de l'eau, elle est très liée au fait de vivre et ressentir nos émotions. Donc, si on caricature quelqu'un qui va boire 2 litres et demi ou 3 litres d'eau par jour, mais qui est complètement verrouillé au niveau émotionnel, bah, l'eau, ça passe tout droit, quoi. En fait, le niveau cellulaire ne peut pas l'absorber. Et l'autre chose que j'avais vue, c'est que l'émotionnel conditionnait aussi l'ouverture de nos ressources, en fait, au niveau psychique profond. Donc moi, la petite allégorie que j'en faisais, c'est comme si on avait une bibliothèque infinie de ressources intuitives, de ressources d'auto-guérison et plein d'autres choses. Et en fait, on en a accès à ça. Et à chaque fois qu'on vit nos émotions, c'est comme si on ouvrait un nouveau rayonnage de la bibliothèque. Donc l'émotionnel est le garant justement du déploiement de conscience. Il nous permet d'avoir accès en pleine clarté à nos ressources, en fait. Ouais, complètement. Et puis, c'est surtout ce qui évite, en plus, ce qui évite les répétitions. Ce que j'observe souvent, c'est que quand on ne s'ouvre pas
à ce qui est en train de se passer émotionnellement en nous, ben, c'est sûr que ça se répète sans cesse pour aller connecter à cette émotion. Et ça Ouais, part ouais. toujours d'une base émotionnelle, hein. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, mais je répète toujours les mêmes schémas, je ne comprends pas pourquoi, etc. En fait, c'est juste une émotion qui n'a pas été intégrée. Et si l'émotion est intégrée, si on accepte de la regarder en face, de la comprendre et de se laisser traverser par elle, et ben là, on va pouvoir complètement changer nos pensées qui seront adaptées à la bonne émotion et nos actions qui seront elles aussi adaptées à la bonne émotion. Donc, on ne pourra pas reproduire la même chose. Ouais, en fait, vu que finalement, on est en train de voir que l'émotionnel garantit notre justesse et notre déploiement de conscience, c'est comme si on allait attirer en fait en permanence des situations de vie jusqu'à aller ressentir l'émotion dans son intensité totale pour qu'elle puisse délivrer l'information au niveau cellulaire, au niveau physiologique, au niveau conscience. Donc, si jamais on vit un événement douloureux et qu'on ne ressent pas l'émotion dans son intensité maximum, il va y avoir un blocage spatio-temporel et en fait, on va constamment attirer des événements dans notre vie jusqu'à aller déverrouiller l'émotion qui est coincée. Donc, moi, je donne toujours l'exemple, parce qu'au moins, il est très concret de l'abandon. Donc, quelqu'un qui se serait fait abandonner, imaginons, par un de ses parents, il va y avoir des émotions fortes, hein, même si on est tout petit bébé. Donc, ça peut être de la colère, de la tristesse, des émotions vraiment fortes. Et si elles n'ont pas été ressenties au maximum de leur intensité, bah, c'est comme si la vie qui veut notre bien allait nous offrir sur un plateau le support, c'est-à-dire une situation de vie, pour qu'on puisse ressentir à nouveau cette émotion. Donc, ben, tant qu'on ne l'a pas senti, on va attirer en fait sans cesse l'abandon. Donc, comme disait Justine, ben, il y a des gens, ils vont rentrer dans des espèces de boucles infernales et répétitives où en fait ils se font abandonner sans cesse, hein, par un groupe d'amis, par un chéri. Ça semble un destin tragique et en fait c'est juste la vie qui propose un support, puisque finalement nos expériences de vie sont un support de l'émotionnel. Et tant qu'on n'a pas ressenti, eh ben, ça ne va pas se résoudre. Donc, on va attirer des situations en boucle et des situations souvent douloureuses, puisque ce qu'on rejette en premier, c'est les émotions dites négatives, entre guillemets. Donc, colère, tristesse, rancœur, etc. C'est intéressant comme tu le dis parce que, en fait, finalement, on se rend compte que c'est assez simple. Et quand une personne est dans une boucle, dans une difficulté, elle a l'impression que c'est une montagne à gravir pour sortir de ça. Alors qu'en réalité, là, ce qu'on est en train de dire, c'est on touche du doigt le fait que oui, c'est difficile, mais en fait, il suffit de se laisser traverser par une émotion qu'on a essayé de mettre en déni depuis souvent des décennies, en fait. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir toucher ça du doigt. Il y a quelqu'un Comment faire pour aller qui demande dans le chat comment faire pour aller au bout de l'émotion. Et c'est effectivement la question que j'allais poser pour alimenter ce débat. Derrière l'apparente facilité de vivre l'émotion, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi en fait, on ne souhaite pas se faire traverser par cette émotion. Qu'est-ce qui résiste à l'intérieur de nous pour ne pas la vivre, cette émotion? Alors moi, je remarque quelque chose d'intéressant parce que j'ai eu beaucoup de personnes ces derniers temps dans mes suivis, enfin, en tout cas quand j'étais encore au cabinet, qui refusaient de se laisser traverser par une émotion parce que c'était des personnes dites spirituelles qui voulaient se placer en dessus de l'émotion et qui disaient non mais moi, l'émotionnel, c'est un peu archaïque en fait. Moi, je vis au-delà de tout ça et du coup, si je me place en dessus, j'en ai pas besoin. Et en fait, finalement, j'ai souvent remarqué que c'était aussi un déni de l'émotionnel. Donc, se laisser traverser par l'émotion, c'est pas en tout cas aller se placer sur bah non, non, moi, je ne vis pas là-dedans, je me place en dessus, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à apporter d'autre, Florent, mais moi, je Ouais. parlerai du vocabulaire émotionnel après. En fait, peut-être j'ai envie de raconter des anecdotes. Vendredi, j'ai eu une personne qui était sur la table et qui avait bien tout compris. Et d'un seul coup, elle m'a dit, mais, non, enfin, elle conscientisait, non, non, elle voulait pas y aller parce qu'en fait, l'émotion, euh, quand on la vit dans son maximum d'intensité, moi, en toute honnêteté, je pense que ça fait pas trop plus de 2 ans et demi, 3 ans peut-être maximum,
que j'ai vécu ma première émotion dans son maximum d'intensité, le moment où elle se dissout, c'est-à-dire elle délivre l'information, c'est vraiment intense. Imaginez comme les petits-enfants, hein, c'est-à-dire que naturellement, les petits-enfants savent le faire. Donc, pour ceux qui ont des enfants, soit s'ils sont encore en bas âge, soit ça sera dans vos souvenirs, regardez ou rappelez-vous l'intensité pour quelque chose qui nous apparaît futile, ça va être une fin du monde. C'est-à-dire qu'en fait, dans le corps, il y a une charge qui se déploie, c'est quasi insupportable en fait. Donc moi, la première fois que j'ai vécu une émotion dans le maximum, je me suis dit, mais je comprends en fait pourquoi on s'en coupe un peu, parce que ça fait peur, c'est tellement intense, on perd tout contrôle en fait. Enfin, on a l'impression qu'on va se dissoudre tellement que ça peut être intense pour certaines émotions. Et l'autre anecdote que j'ai envie de raconter, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des zones bleues sur Terre. Donc, les scientifiques ont pris ce terme de zone bleue pour définir certaines zones où il y a des centenaires en grande quantité, de façon inexplicable. Donc, il y a une zone en Californie, en Sicile, en Grèce, le fameux régime crétois, vous avez dû entendre parler de ça. Et en fait, il y a une concentration anormale de centenaires. Et au début, on a cherché au niveau alimentaire. Et la science était persuadée que c'était que l'alimentation. Et en fait, on s'est rendu compte que oui, il y a quand même une alimentation effectivement qui est assez naturelle, avec des produits peu transformés, pas mal d'oméga 3, enfin des choses comme ça. Mais il y avait aussi une autre clé, c'est-à-dire l'émotionnel. Et en fait, il y a des personnes qui sont allées dans ces zones et qui rapportent que ce qui est assez fascinant, c'est que déjà les gens se réunissent, se racontent leur vie, leurs histoires, donc ça parle quand même d'émotions, et qu'il n'est pas rare parfois de voir, vous marchez dans le village et puis un petit pépé qui va faire un il se laisse traverser par son émotion, c'est-à-dire il va un peu crier, un peu s'énerver tout seul. Donc chez nous, imaginez, mettez-vous dans le métro et commencez à crier, on va vous regarder avec des billes comme ça. Hein. Donc c'est peu accepté en fait en Occident, l'émotionnel. On nous enseigne à le cacher, en fait, à le contenir, à le rationaliser. Alors, on est hyper fort pour comprendre une émotion. Alors là, il n'y a pas de souci. Hein. En Occident, on comprend bien nos émotions. Le problème, c'est que ça ne se comprend pas, ça se ressent. On a une autre question de Maxime qui dit, dans la suite de ces questions, comment faire pour se laisser traverser avant de mentaliser? Parce que des fois, je sens quelque chose venir, le mental saisit et là, c'est mort, impossible de relâcher. Écoute, moi, la clé que je peux donner, c'est comme si tu me diras, hein, Justine ou Luc, si ça vous parle, moi, c'est comme si j'avais vu, on le rend un petit peu, je vais l'enfermer dans des cases, mais au moins c'est un peu compréhensible. C'est comme s'il y avait 3 stades en fait dans l'émotion. Donc le premier classique, hein, la plupart des gens, c'est on ne sait même pas qu'on a une émotion. En gros, tu as l'air en colère. Non, pas du tout. Je ne me sens pas en colère. Donc la personne l'a emprisonné. C'est la personne souvent qui le dit ça un peu en criant, mais non, je ne suis pas en colère. Donc, soit la personne l'a enfermé dans son corps. Donc, moi, en ostéopathie, je suis vraiment témoin de tout ça. Hein, c'est-à-dire des zones, parfois, c'est incroyable, où l'émotion, elle s'est densifiée. Hein, l'émotion, c'est de l'énergie. Donc, l'énergie, atome, électron densifié, c'est de la matière, en fait. Hein, le bureau, les murs. Donc, imaginez une émotion densifiée, ça devient de la matière, une articulation qui se bloque, un muscle qui se tend, voire même jusqu'à des kystes ou des cancers. Hein. Le cancer, ça va être une masse émotionnelle incroyablement densifiée en fait. Hein. Donc la personne ne sait pas qu'elle a une émotion, ça c'est le premier stade. Le deuxième stade, quand on en est là, c'est déjà pas mal du tout, c'est qu'on ressent l'émotion et on va commencer à la nommer ou se mettre réellement en colère. Par exemple, on va reprendre au moins l'émotion de colère est assez parlante, donc on va se mettre en colère, mais dans ce deuxième stade, en fait, on n'est pas présent. Ça nous est tous arrivé, vous savez, on va ressentir une colère et puis là, on va se déverser sur l'autre, quoi. On va débattre, oui, mais toi, tu m'as fait ça. Donc, on vit quand même l'émotion, mais moi, en fait, j'appelle ça, on se roule dedans. En fait, on est roulé dans la vague, on n'est pas présent. Et souvent, quand on a une grosse colère, à la fin, on se réveille. Enfin, c'est comme si on revenait à la réalité, on a perdu le fil, on n'était pas présent, en fait.
Et la vraie possibilité de vivre l'émotion dans son intensité, c'est moi ce que j'appelle le troisième stade, c'est de rester présent à l'émotion. Donc, un seul outil pour ça, le corps. Puisque le corps est présent, on n'a pas d'articulation dans le passé ou dans le futur. Donc, d'être présent à ce qu'on ressent, c'est déjà une sacrée marche pour que l'émotion puisse se déployer. Donc moi, je vous donne mon exemple, hein, j'avais une petite combine, c'est qu'un jour, j'ai remarqué que dans certaines émotions très, très fortes, j'avais un espèce de frisson dans le cou. Et souvent, c'était le moment où je déraillais, c'est-à-dire, ça y est, je me roulais dans l'émotion. Alors, c'était déjà pas mal parce que je la vivais un peu, mais pas dans son intensité maximum. Et donc, il y a un jour, je suis resté présent à ça. Il faut du temps parce qu'au départ, on n'y arrive pas, on se fait emmener, on n'arrive pas à avoir ce moment de désidentification. Et puis un jour, j'ai vraiment pu rester présent justement à ce frisson. Et là, de sentir dans le corps qu'il y a quelque chose, dans le ventre, on va avoir des images dans la tête aussi. Hein. Je sais pas, on va se voir en colère, ou on va avoir les mots qui nous viennent, qu'on a envie de balancer sur l'autre si on est en colère. Et en fait, la clé, c'est de rester présent à ça. C'est vraiment les images, les sensations dans le corps, les mots qu'on a envie de dire, et on reste présent à ça. Et là, il y a quelque chose qui commence à s'expandre, et il y a un moment donné, ça se dissout. Et en général, il y a une clé qui arrive juste derrière, hein, la fameuse information qui a été délivrée. Et souvent, il y a le besoin qui arrive. C'est-à-dire, par exemple, imaginez, vous êtes en colère, ça va se dissoudre. Donc, vous allez être plus vraiment en colère, mais vous pouvez être ferme pour dire, écoute, ce que tu m'as dit, ça m'a vraiment blessé, ça m'a vraiment touché. Et là, derrière, il va y avoir la clé, le besoin. J'aurais besoin que la prochaine fois, on puisse en parler avant. Voilà, on peut vraiment transposer l'exemple sur plein d'autres situations. Mais c'est vraiment une des clés, c'est de rester présent. Et Justine, j'ai peut-être envie de te laisser parler de ça et l'importance des mots, quoi. Enfin, du langage émotionnel. J'ai un point important. Moi, je voulais éventuellement témoigner dans ma propre expérience pour tenter d'illustrer une partie de ce que tu viens de dire à l'instant. La sensation que j'ai quand une émotion importante arrive, c'est d'avoir une partie de moi qui est amenée à mourir. Et en fait, j'ai une sensation qu'un schéma, une croyance, une manière de penser le monde est en résistance par rapport à la fameuse émotion, donc elle ne peut pas passer. Et ce qui va me faire souffrir, c'est d'accepter qu'une partie de moi meure véritablement. C'est-à-dire, par exemple, quelque chose à laquelle je m'étais identifié, une croyance qui me permettait de me définir, quelque chose comme ça. Et du coup, pourquoi c'est aussi dur pour moi d'aller dans l'émotion? Parce que ça nécessite un travail de vulnérabilité, de mise à nu, de fragilité, de montrer quelque chose de soi, soit à soi-même déjà, c'est déjà très dur, ou même à l'autre. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et en fait, d'accepter, c'est des petites morts. Pour moi, je le vis vraiment comme des petites morts. Et en fait, d'accepter que, vous voyez, je ravale ce que j'ai. En fait, ok, franchement, là, je me sens nul dans cette situation. Je sens que j'ai honte de moi. En fait, ce que je suis en train de voir à l'intérieur de moi, j'ai honte de cette chose-là. Mais ok, allez, c'est ok. J'accepte de la vivre, je l'intègre, j'accepte le message qu'elle a à m'envoyer. Et là, c'est comme si l'information se diffuse à l'intérieur du corps. Et là, c'est ce que tu viens de dire à l'instant, Florent, c'est comme si on avait abandonné du coup un système de croyance, une manière de voir le monde. Elle se libère et là, on a la nouvelle information qui arrive, qui vient remplacer ce système-là. Et là, on sent l'expansion, le corps s'expanse parce qu'il a intégré une nouvelle information et on est différent. Pour moi, avant et après une émotion totalement vécue, en fait, on n'est plus tout à fait le même. Ouais, Luc, merci de ton témoignage parce que ça met des mots. Moi, quand je parlais d'intensité, maximum d'intensité, c'est peut-être un peu abstrait. Et effectivement, ton témoignage me touche parce que moi, c'est comme une mort en fait. Hein. C'est pour ça que ça fait si peur et que je comprends que les gens veulent s'en couper, élaborer des stratégies démentielles pour essayer d'éviter de slalomer et pas vivre l'émotion. Donc, c'est vraiment très juste. C'est une sorte de mort. Et c'est pour ça qu'on cherche autant à la fuir. Et l'exemple que j'ai donné, c'est juste un exemple. Hein, c'est que parfois, on peut quand même avoir besoin de vivre quelque chose. Hein. La colère, je ne sais pas, il y a peut-être un moment où on peut y être présent tout en la déchargeant par des mots ou par un acte. Hein, on casse quelque chose. Ça dépend. Hein, si ça a été très, très refoulé,
il y a parfois besoin quand même que ça soit aussi exprimé concrètement dans la matière par des mots ou par une action. Ce n'est pas tout de suite qu'on peut juste être présent à tout ce qui se passe. Donc, c'est un peu plus complexe que ce que j'ai expliqué quand même. Moi, je partirais bien sur autre chose. Tu voulais dire quelque Ouais, chose d'abord ? je voulais juste rajouter une dernière chose qui m'est venue en même temps que ce que tu étais en train de dire là, Florent. Si on écoute bien ce que l'émotion a à nous dire, et pour moi, là, ça rejoint la notion d'intelligence émotionnelle, si on est capable d'écouter ce que l'émotion a à nous dire précisément là où elle souhaite nous emmener, et ben, en fait, elle nous donne l'énergie, la force d'affronter cette fameuse modélisation erronée qu'on a de soi ou du monde. Et tu vois, tu parles par exemple d'oser casser. Par exemple, dans mon système, oser crier, oser me prononcer ou me montrer d'une certaine manière, ça peut être extrêmement difficile. Et dans un contexte particulier, l'émotion apparaît. Si elle est comprise grâce complètement à l'intelligence émotionnelle, eh ben, on peut diriger cette force, parce que vous sentez à quel point c'est une force, une émotion, eh ben, elle peut nous amener à dépasser nos fonctionnements habituels, à sortir de l'habitude pour avoir un comportement nouveau, comme si elle nous invitait à l'expérimenter et à nous donner la force de l'expérimenter. Dans la définition même de l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de connaître, de reconnaître et de savoir utiliser ses émotions. Et c'est aussi la capacité de les maîtriser. Donc, ça veut dire qu'au moment où l'émotion arrive, c'est de l'utiliser à bon escient et de manière adaptée dans la situation dans laquelle on est. Donc, effectivement, je vois Maxime, on répondra à ta question après, mais effectivement, tu es en plein milieu du supermarché, tu ne vas pas te rouler par terre. Après, tu peux en faire l'expérience, ça peut être sympa. Mais tu peux aussi maîtriser cette émotion et je vais y venir, il n'y a pas de temporalité. Donc, si cette émotion, au moment où tu la vis, de toute façon, on est très, très fort pour ressasser quand on a une émotion, au moment où tu la vis, si tu t'en décharges un peu après, c'est pas forcément important, en fait. Cette émotion, de toute façon, on la porte. Comme disait tout à l'heure Florent, par rapport aux enfants, les enfants, vous avez vu, pour ceux qui en ont ou qui sont au contact d'enfants, ils vivent l'émotion à fond et après, c'est fini. Mais c'est fini. Là où nous, en tant qu'adultes, on peut ressasser un truc, mais pendant des semaines, voire des années, en fait. Ah bah, il y a que l'adulte qui peut dire ce que m'a dit mon patron il y a 2 mois. Je peux te dire que là, jamais un enfant il ferait ça en fait. Bah non, jamais, parce qu'en fait, lui, il a vécu la décharge émotionnelle, c'est fini. Et moi, je voudrais répondre à la question juste avant de Maxime, qui parle de la mentalisation. Et en fait, on a tendance à diaboliser le mental comme quelque chose qui nous embête, qui nous empêche d'être connectés à soi-même, etc. Pour moi, là, le mental, il est extrêmement important parce qu'en fait, notre fonctionnement mental nous permet de venir traduire l'émotion qu'on vit en mots. Et si on n'a pas le mental derrière pour mettre des mots et pour traduire ce qui se passe à l'intérieur, bah, en fait, on se trouve bien embêté quand même. On sera un petit peu comme des animaux finalement. On ressent un truc, mais ça ne monte pas. Donc, on est des êtres humains avec ces fonctions, avec ce mental qui est très développé. C'est bien pour traduire cette émotion. Donc, que le mental apparaisse, c'est pas gênant. C'est juste que ce mental, il est là pour prendre l'émotion, pour la comprendre, pour l'analyser, et ensuite pour pouvoir la nommer. Le problème, c'est que souvent, il la nomme à côté parce que le vocabulaire émotionnel est extrêmement restreint. Moi, je suis toujours étonnée de voir que on va nous dire que les émotions, il y a la peur, il y a la tristesse, la colère, la joie, le dégoût, et puis c'est à peu près tout. En fait, il y a un panel de possibilités dans ces émotions-là, et en général, on est incapable de les nommer. Donc, Maxime, et je voyais Anne aussi qui disait pareil que Maxime, votre mental, dans ce cas précis, il n'est pas négatif, il n'est pas à rejeter. Il va juste vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le tout, c'est pas de vous faire embarquer dans un processus où, ouais, puis c'est tout le temps pareil, ouais, puis il y a quelqu'un qui m'a fait ça, et puis le mental se met en route sur plein d'autres choses. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Justine, pour apporter un témoignage direct de la semaine dernière aussi, où une dame était venue me voir et bref, on a travaillé à faire remonter de l'émotionnel qui était très, très enfoui et l'importance du mot exact. C'est-à-dire que cette dame, je lui dis, il y a une énorme colère et je sentais qu'il ne se passait rien en fait dans son corps et en fait, ce n'était pas le bon mot. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais vous avez une rancune. Et là, je vous assure, elle s'est mise à trembler sur la table. C'est-à-dire, d'un seul coup, le système a reconnu. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, c'est une clé incroyable que vous donne Justine. Là, le mot est hyper important. Et si je devais témoigner aussi, alors je vais y aller sur des œufs, parce que l'idée, ce n'est pas du tout de faire de la discrimination. On est sur un simple constat. Mais j'ai eu la chance de vivre dans certains quartiers défavorisés.
et où parfois le langage va être un petit peu limité pour plein de raisons, hein, et d'avoir vu des gens qui sont dans une violence mais hallucinante juste à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas les mots exacts pour pouvoir nommer ce qu'ils sont en train de ressentir. Donc, du coup, ça part dans tous les sens. Et c'est aussi une vraie possibilité de décharger l'émotionnel. On a parlé tout à l'heure de rester présent aux sensations. C'est une possibilité, mais il y a aussi l'importance du mot et de la richesse de vocabulaire pour nommer les émotions. Et il y en a un paquet. Hein. On peut vraiment aller dans la nuance. Je me suis amusée à en noter quelques-unes, juste pour que vous puissiez toucher du doigt la complexité de tout ça. Par exemple, pour la colère, on pourrait parler d'agacement, de frustration, d'agressivité, de destruction, de haine, d'irritation, de jalousie, de mépris, de ressentiment, de rancune. Voilà, c'est une petite liste. Hein. Pour la tristesse, l'abandon, l'anxiété, le chagrin, le découragement, le désarroi, le désespoir, l'insécurité, la mélancolie, la pitié, la solitude, le rejet. Il y a des listes énormes, en fait. Il y a tout un tas de mots. Et en général, on va juste utiliser le mot « je suis en colère » ou « je suis triste ». Et en fait, ça nous limite complètement dans le vécu de notre émotionnel. Et je rajouterai un autre point, si ça vous va. Par rapport à ce que disait Florent tout à l'heure, moi, j'ai une autre clé, un autre outil à vous proposer. Au début, et Florent l'a dit, c'est extrêmement difficile de se laisser traverser par l'émotion. C'est douloureux, c'est quelque chose de nouveau, c'est un peu violent. Moi, la clé que j'ai envie de vous proposer, c'est comme je vous disais tout à l'heure, la temporalité finalement n'existe pas. Donc, vous pouvez très bien vous dire que l'émotion que vous traversez à un moment donné, si ce n'est pas adapté de la décharger là, ici, tout de suite, vous pouvez rentrer chez vous et vous faire un petit carnet. Moi, c'est quelque chose que je proposais hyper souvent à mes patients au cabinet. C'était un petit carnet avec, voilà la situation que j'ai vécue. Et là, je vais aller regarder. Vous pouvez imprimer sur Internet des listes d'émotions. Il y a au moins 200 mots qui existent. Je vais regarder ce qui s'est passé. Je note la situation. Je note les pensées automatiques qui me sont venues. Par exemple, je suis nulle, ils sont tous méchants, patati patata. Et je note l'émotion. Et j'essaye de toucher du doigt quelle est l'émotion que j'ai vraiment ressentie. Et là, je regarde toute la liste et à un moment donné, il y en a une qui va me faire « ouais, mais c'est ça en fait que j'ai ressenti ». Et vous allez voir, à ce moment-là, vous allez régler quasiment toute la problématique en fait, parce que vous allez avoir nommé, vous allez avoir écrit, puis en plus c'est toujours intéressant de mettre en mots, d'écrire, de poser quelque chose, et tout de suite, ça va se relâcher. Mais le mot me semble indispensable. Et pour vous donner un exemple aussi, pendant longtemps, j'ai reçu des enfants en consultation, et j'ai eu une période, et je pense que c'est pour tout le monde pareil en tant que parent, où j'avais tous les jours des parents qui venaient me voir pour le même problème, c'était les émotions de leur enfant. Il est en colère, il n'arrive pas à contenir ses émotions, il casse des choses, etc. Parce qu'on voudrait que ce soit des mini-adultes qui contiennent bien leurs émotions. Et moi, ce que je proposais, c'était de faire un coin de la colère à l'enfant, en fait, un coin de l'émotion. Donc, dans ce coin-là, souvent, ils avaient un endroit où ils pouvaient taper, ils avaient des cartes des émotions pour pouvoir montrer l'émotion qu'ils ressentaient à leurs parents. Ils avaient tout un tas d'outils qui pouvaient leur servir. Des fois, ils avaient même un punching ball, des choses comme ça. Les parents avaient plein d'imagination là-dessus. Et j'ai eu plein de parents qui m'ont dit « Ah ben en fait, souvent, j'utilise le coin des émotions de mon enfant et je me sens vachement mieux depuis. » Mais parce qu'en fait, on peut choisir que ces émotions-là ne débordent pas de partout, mais qu'elles soient cadrées à un endroit, un lieu précis où on se dit, ce lieu-là, il me permet d'aller sortir toutes ces émotions et de les nommer, de les écrire, de faire comme vous voulez. Mais Maxime, quand tu disais si je me roule par terre ou je ne sais quoi au supermarché, ben en fait, non. Tu n'es pas obligé d'en arriver là. Tu peux poser aussi ta limite par rapport à ton émotionnel, mais le traverser et le guérir, en fait. Ouais, c'est pas un problème de le décaler dans le temps. Hein. Il y a, comment il s'appelle ce médecin qui m'avait donné une clé super un jour, Tal Chaleur. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais. Et l'idée de décaler dans le temporel son émotion, donc quand vraiment c'est pas possible de l'exprimer en direct, je ne sais pas, imaginez, vous êtes au bureau, vous avez plein de collègues, il y a une colère qui monte, rien ne vous interdit d'aller au WC et puis Tal Chaleur, moi, il m'avait appris à faire le tigre, vous savez, pour que vraiment il y ait aussi le corps, parce qu'au début, on est tellement coupé de notre corps que ça peut être un outil où on décharge en fait. Donc le lion, le tigre, peu importe, mais pour les enfants, ça marche très bien. Enfin, pas les tout petits, hein, les jeunes enfants pré-ados, pour se reconnecter à leurs émotions, de le décaler dans le temps et de faire un animal, ça les aide vraiment parce qu'ils utilisent le corps. En plus, c'est rigolo, donc pouf, ça passe tout seul. Et
Je me souviens aussi, comment il s'appelle, qui fait des émissions, Etchebest, celui qui fait Cauchemar en cuisine, où je l'avais vu une fois où il coachait un cuisinier, puis il l'avait emmené dans une pièce pour lui faire boxer. Et en fait, cette personne boxait son père, quoi. Vraiment, et ça permettait d'évacuer, ça marchait, enfin, je voyais vraiment que ça marchait, ça évacuait plein d'émotionnels. Donc, il y a plein d'outils. Maxime, je voyais que tu disais, tout ce qui est extérieur peut servir. Les mots sont en fait, le verbe nous permet de mettre dehors ce qu'on ressent dedans. L'écriture, enfin, les poètes, c'est la même chose, hein. Ça leur permet d'avoir un support dehors pour exprimer ce qu'ils ressentent dedans. Et là, ça met du mouvement dans l'émotionnel. Donc le dessin, l'écriture, le verbe, bien sûr que ce sont des outils. Moi, ce que je vois et ce que je ressens, c'est que on est obligé de passer par une phase où c'est mis en mots, que ce soit écrit ou nommé, mais simplement, par exemple, tu parles de danse ou voilà, peu importe, mais de mettre en mouvement dans le corps, c'est extrêmement important et Florent en a témoigné, mais j'ai l'impression que si on fait juste ça, il manque une sphère, c'est-à-dire que on vibre l'émotion, mais on la reconnaît pas. Et pour la reconnaître, voilà, notre faculté de parler, de mettre en mots des choses, de conceptualiser, dès l'instant que tu nommes, c'est comme si tu pouvais mettre ton émotion dans une catégorie, dans une case, et finalement, tu la ranges. C'est pas du déni, c'est juste, hop, ça y est, je l'ai catégorisé, je l'ai compris, je peux ranger, je passe à autre chose. Sinon, si tu la ranges pas, ton émotion, ben, c'est comme un boulet que tu traînes à ton pied. Et à chaque fois qu'il y a une situation qui évoque cette émotion, ben, tu vas te la reprendre en pleine tête, en fait. Oui, ça fait une sorte de phase intermédiaire vu qu'en Occident, on est très mental, bah, on passe quand même par des mots, donc ça nous fait une phase intermédiaire. Après, je pense quelque part, Maxime, tu posais la question, on est tous très différents, hein. Il y a des gens, ça va être plus simple de passer uniquement par le corps, par du mouvement, une sorte de danse, faire un animal. D'autres, ça marchera pas du tout. Il faudra le mot précis. Donc, c'est plein d'outils. Ça va être aussi à vous de découvrir comment vous fonctionnez, qui vous êtes, tester, expérimenter. C'est vraiment important, ça, hein. J'aimerais éventuellement proposer l'idée du coup que il y aurait comme une maturité émotionnelle. On parlait d'intelligence émotionnelle, on parlait de l'enfant qui semblait exprimer de manière brute, quasiment brute, l'émotion, donc la sortir telle qu'elle, mais on a la sensation qu'on est en train de poser les jalons d'une maturité émotionnelle, comme si de l'expression brute de l'émotion, on était quand même capable de la passer par le spectre de la conscience humaine grandissante et s'enrichissant des expériences et de son environnement, pour être capable d'en faire quelque chose. Comme si l'émotion brute telle que l'enfant peut la ressentir, elle est là, elle va brûler des choses, mais elle va traverser l'enfant. Et comme si, je reviens à mon idée de tout à l'heure qui me semble vraiment très importante et intéressante, qui est la notion que l'émotion elle nous apporte quelque chose à intégrer à travers une modification du regard que l'on porte sur les choses et sur soi. Donc vraiment ce travail de conscience. Et ça me semble vraiment nécessaire. C'est-à-dire que, et je vais parler pour moi, et peut-être que ça parlera à certaines personnes qui ont peut-être un système similaire au mien. Systématiquement, quand je suis amené à traverser une émotion, je vais me répéter par rapport à tout à l'heure, mais j'ai quelque chose en moi qui résiste à l'idée de changer quelque chose qui me définit. Quelque chose qui me définit, je m'y accroche. Non, je veux que les gens me voient fort, je veux que les gens me voient, sous tel aspect-là. Et si on me dévoile sur un autre aspect, on m'aperçoit dans un autre aspect que je peux en avoir conscience ou pas conscience. Là, je vais me mettre en colère. Je veux pas que tu me vois sous cet aspect-là. Et je retourne dans cette forme de vulnérabilité. Et donc là, il peut y avoir l'émotion, je peux me mettre en colère, ok, c'est bien, je peux vivre ma colère et à la fin, ma colère se dissipe. Mais c'est comme si je n'avais pas intégré totalement l'information qui était proposée à travers cette émotion-là. Donc, elle va se rejouer, puis je vais la revivre et peut-être de plus en plus facilement, mais finalement, je vais la revivre, cette émotion. Alors qu'au moment où je dis, ah, mais en fait, là, je me mets en colère parce que les gens me voient sous cet aspect-là. Et cet aspect-là, parce qu'il me rappelle tel ou tel événement de ma vie, parce qu'il me rappelle mon père, parce qu'il me rappelle ma mère, parce qu'il me rappelle un comportement que je ne supporte pas voir chez l'autre,
eh ben, je ne veux pas l'accepter chez moi, je veux pas qu'il existe chez moi, je ne veux pas qu'on me voit comme ça. Et là, bon, ok, j'accepte. Cette chose-là fait partie de moi, j'accepte qu'on me voit comme ça fait mal, mais au final, hop, il se passe quelque chose là, qui passe par le corps, qui passe par les cellules, qui peut pas, tout ce que vous avez décrit là, mais ça, il y a quelque chose qui est résolu. Vous voyez la nuance entre l'enfant et ce qu'on est en train de décrire là. Et pour moi, on pourrait parler d'une certaine maturité. J'ai la sensation que l'adulte devient à travers cette capacité à faire cette introspection à travers les émotions. Moi, je te rejoins vraiment, Luc. Je vais donner à nouveau un petit exemple personnel. Ma colère, moi, le seul endroit où c'était permis de l'exprimer, puisque mon père fonctionnait comme ça, c'était dans le bricolage, en fait. Donc, quand il y avait du bricolage, je pouvais être méconnaissable. Donc, vraiment des explosions à casser l'objet, à le péter en mille morceaux, à le piétiner. Et on voit bien l'enfant, quelque part, qui est en train de faire ça. Et maintenant que le chemin a été fait, je peux avoir parfois certaines colères de cette intensité-là. Par contre, ça sera quasi pas visible. Mais ça ne veut pas dire que je l'enferme ou que je lutte. Il va y avoir exactement tout ça, mais intérieurement. Il y a une espèce de vague qui se déploie partout dans le corps et on va peut-être même pas le voir. Et il y a l'information qui passe. Et moi, ça m'évoque, Luc, une maturité, quoi. C'est-à-dire, il y a bien quelque chose qui se fait, mais qui est beaucoup plus rapide. C'est plus une tempête qui part dans tous les sens. Il y a quelque chose qui est plus intériorisé et qui n'est pas obligatoirement montré et vu, en fait. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas, mais je te rejoins vraiment sur cette idée d'une sorte de maturation, de maîtrise. Et ce mot est important parce que contrôle, ça n'a rien à voir. La maîtrise, on reste maître, en fait. Le contrôle, on lutte. Donc là, le contrôle, c'est plutôt antinomique. Et je vais donner un autre témoignage. Assez récent. Donc, avec Justine, il nous arrive souvent d'avoir des conversations assez profondes. Et comme on a pris cette habitude d'aller aborder les choses sous des axes qui nous dérangent potentiellement ou des axes qu'on ne veut pas aller voir, bah, il peut arriver que si ça tape à un endroit où j'aurais préféré ne pas être vu, eh ben, il peut y avoir de la colère. Moi, ça va souvent s'exprimer sous la forme de colère. Et jusqu'à assez récemment, au final, cette colère prenait tellement le dessus que la discussion était obligatoirement terminée à ce moment-là. On ne pouvait plus avancer dans la discussion parce qu'elle venait, elle venait détruire la tentative de communication. Pourquoi elle venait détruire? On le comprend. Quelque chose dans mon système voulait me protéger de la charge émotionnelle que représentait d'aller affronter cette émotion cette information en pleine conscience. Maintenant, c'est assez différent et c'est assez intéressant. Plutôt que de projeter la colère sur l'autre, c'est-à-dire en l'occurrence, par exemple, sur Justine, plutôt que d'aller projeter la colère en disant tu es responsable de l'émotion que je suis en train de vivre et comme ce n'est pas très agréable de vivre ces émotions, tu es responsable de m'avoir provoqué cette réaction ou cette chose à l'intérieur de moi. Je ne veux plus te parler, je te rejette. Et l'idée, c'est de se dire non, mais en fait, ce qu'elle me renvoie là, si je suis en colère, c'est nécessairement et certainement et systématiquement un aspect de moi que je ne veux pas avoir. Il y a obligatoirement une information. De toute façon, je ne veux pas changer Justine et vous l'aurez compris, on ne change pas l'extérieur, on ne change pas les autres. Et de toute façon, ça n'a aucun intérêt de changer les autres et c'est de leur liberté personnelle d'accepter ou non de changer. Donc, on n'a pas la main mise sur l'autre ou sur l'extérieur. Par contre, on a la main mise et on a du pouvoir sur soi-même, de la maîtrise, du pouvoir, la capacité d'agir sur soi. On a notre propre libre arbitre qui nous permet de le faire. Donc, systématiquement, je me dis, oula, attention, c'est très facile, je rejette sur l'extérieur. Qu'est-ce que je ne veux pas aller voir à l'intérieur? Donc, j'utilise la colère en me disant, je vois exactement où elle m'a blessé et je vais utiliser cette force pour y aller, pour le vivre à l'intérieur, pour pouvoir le mettre en mots. Et je sens là que la colère, au lieu de se déverser sur Justine, eh bien, elle va me permettre d'aller véritablement voir à l'intérieur et d'oser poser les mots. Donc, il y a quand même, je sens la tension cardiaque qui augmente, je sens tous les mécanismes de la colère sont présents, mais en fait, ils vont m'accompagner dans déposer des choses qui sont extrêmement vulnérables pour moi, en fait, de montrer des parts que je ne souhaiterais pas voir. Et du coup, le dialogue, d'un seul coup, devient totalement constructif. Je me montre, je me dévoile. Justine le voit, par exemple. Quand quelqu'un est vulnérable en face de soi,
on a envie de prendre soin de lui, en fait. Exactement. Alors que si quelqu'un arrive en force en étant en colère, on a envie de le repousser et un peu de se venger. On rentre dans quelque chose d'un peu malsain après. C'est ça. Et donc, on le montre. Et du coup, hop, ça y est, la dimension change. Elle détecte ma colère, mais elle voit que je ne l'oriente pas contre elle, que j'ai détecté la part en moi qui me met en colère. Et du coup, ça y est, ça change toute la dimension du dialogue. En fait, elle va m'accompagner à aller voir cette part en moi qui me dérange. Et ensemble, on va y aller. Et la colère n'est plus projetée sur l'autre, mais elle me sert elle est projetée contre la partie en moi contre laquelle je suis en colère. Et ensemble, on va la voir et je traverse cette colère et j'ai l'information qui arrive telle que tu la décrivais tout à l'heure. Voilà. Le témoignage est super. Après, soyons honnêtes, on en revient à la maturité. C'est un long chemin pour avoir cette conscience de ça. Il faut avoir quand même bourlingué. Enfin, ça ne veut pas dire que quand on n'y arrive pas, on n'est pas bien, mais il faut être honnête, ça met du temps à avoir ce recul, cette désidentification. C'est costaud. En fait, une des clés que vient de donner Florent, qui est très intéressante, en fait, tant qu'on est identifié à la partie de nous qu'on ne veut pas voir, en fait, on peut pas y aller. Sinon, on se tue vraiment, on s'attaque soi-même. Donc, il y a vraiment ce travail en fait, de désidentification. En fait, je prends du recul par rapport à cette partie. Et là, je suis capable d'y aller, comme si je la voyais comme une tierce partie de moi. Et là, je suis capable d'y aller. Et en fait, je ne suis pas en train de mettre en jeu toute mon identité. Je ne suis pas en train de mettre en jeu le « je suis », mais je suis capable d'observer ce qui est en train de se passer. Donc, mais ça reste extrêmement douloureux. Ça nécessite un acte de vulnérabilité qui est très profond. D'ailleurs, Anne demandait, on a eu une question là, notamment, est-ce que c'est toujours montrer sa vulnérabilité d'exprimer ses émotions ? Et juste avant, elle nous parlait du rôle de victime. Et c'est intéressant parce que les émotions nous font rentrer dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman en général, c'est-à-dire victime, bourreau, sauveur. Et ça, c'est quasi systématique de rentrer dans la victime. Et c'est ce que Luc décrivait juste avant. Soit dans une émotion, soit tu peux te dire, OK, je vais aller voir ce qui se passe en moi, soit tout de suite, tu peux te dire, non, mais c'est à cause de la personne. Et là, tout de suite, on se positionne en victime en se disant, mais pourquoi c'est toujours pareil, etc. Et c'est nettement plus simple parce que du coup, on va projeter à l'extérieur et on le fait tous. Ça demande du courage et ça demande d'oser aller affronter quelque chose à l'intérieur de soi qu'on n'a souvent pas envie de voir parce que c'est pile poil là où on doit aller, en fait, pile poil là où ça blesse. Donc, c'est extrêmement difficile. Après, c'est un autre sujet, je pense, la notion de victime, de bourreau, etc. Mais c'est quand même une clé malgré tout que tu te donnes. La victime, on l'a tous en nous et il convient de la rencontrer un jour ou l'autre. C'est qu'une facette de soi-même, mais elle fait mal quand on la rencontre. La pilule est dure à digérer. Mais c'est une façon de se dédouaner, en fait, de dédouaner toute sa responsabilité et justement de surtout pas aller rencontrer ce qu'on ne voudrait pas rencontrer. Et dans ce que dit Anne aussi, moi, ce que ça m'évoque, c'est que il y a des choses qui vont nous dépasser, en particulier transgénérationnelles. On a tous entendu les expressions de type je suis mort de honte, je suis morte de chagrin. Et il faut se dire qu'il y a peut-être probablement eu des ancêtres dans notre généalogie qui ont vécu ça, qui est une sorte de mort. On en revient à la petite mort. Et donc, notre système égotique, qui va constamment veiller à nous éviter d'avoir à vivre ça parce que c'est enregistré dans notre système comme une mort. C'est comme si peut-être réellement un ancêtre est peut-être mort de chagrin quelque part ou mort de honte. Et notre système va nous protéger et va nous empêcher vraiment d'aller là où potentiellement ça serait la petite mort. Non, juste au niveau de la vulnérabilité dont Anne parle en dessous, moi je rajouterais que la vulnérabilité, c'est pas forcément de la montrer à tout le monde, c'est de se la montrer à soi. En fait, accepter de se regarder comme un être vulnérable. Et ça, c'est pas facile parce que montrer à l'autre, tu vois, c'est aussi ça l'intelligence émotionnelle, c'est avoir une forme de maîtrise. Donc, c'est pouvoir maîtriser ses émotions sans avoir besoin d'en faire l'étalage devant tout le monde, parce que des fois, ce n'est pas adapté. C'est répondre correctement dans une situation. Des fois, tu es dans l'intimité avec quelqu'un et tu sens que là, tu peux être vulnérable et dévoiler toutes tes émotions, parce que la personne, tu sens que tu es en sécurité. Mais pour moi, cette vulnérabilité, c'est vraiment oser se la montrer à soi. Et finalement, c'est vraiment pas simple. En fait, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait l'expérience de ça, mais oser se dire, là-dessus,
c'est difficile, c'est compliqué. Et moi, j'aurais envie de témoigner de quelque chose, parce que vous l'avez fait aussi et que ça me semble être intéressant. Moi, par exemple, pendant longtemps, j'ai vécu dans quelque chose à me dire, moi, je ne suis pas quelqu'un d'anxieux. Et ça, je me le répétais en permanence. Moi, alors non, si j'allais voir quelqu'un ou qu'on me parlait, est-ce que vous êtes anxieux? Ah non, vraiment pas du tout, non. Et en plus, l'anxiété, dans ton cas, tu ne voulais pas la montrer parce qu'elle te faisait Ouais, penser justement, j'allais en venir là. Et ben Hmm. moi, je voulais pas montrer cette anxiété parce que j'ai une famille. Dans ma famille, l'anxiété, c'est la base, c'est la racine de tout. Et tout le monde est extrêmement anxieux et avec bon, voilà, pas mal de problématiques d'anxiété, de dépression. Et ben moi, du coup, dans mon schéma, j'ai voulu renverser ça. Et je pense que depuis toute petite, et je m'en souviens même très petite, me dire non, moi, je ne suis pas ça, je veux pas être ça. Et en fait, j'ai cherché à me différencier de ma lignée familiale, mais de manière dans le déni de l'émotion. Et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai accepté à un moment donné de me le dire et de le dire à quelqu'un. C'était la première fois de ma vie que j'osais dire à quelqu'un, je crois que je suis quelqu'un d'anxieux. Et en fait, à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait un switch qui se passait. Cette anxiété était maîtrisée. Et en fait, avant, elle était en déni. Et je sentais que des fois, ça me débordait, ça bouillonnait un peu à l'intérieur. Je me sentais angoissée. Mais non, je ne suis pas ça. Et en fait, c'est extrêmement puissant, le fait de pouvoir nommer quelque chose et de dire, OK, je ne suis pas la même personne que toute ma lignée, je suis capable de me différencier d'eux, mais j'accepte que je porte ça, que je peux être ça parfois, que c'est une part de moi, mais je ne m'identifie pas à cette anxiété. Donc, de toute façon, ça ne me représente pas. C'est juste quelque chose, une manière de répondre parfois à certaines situations. Et c'est OK. Je voulais compléter pour la notion de vulnérabilité. En fait, je ne sais pas pourquoi, et on en parlait cet après-midi, vulnérabilité est associée à faiblesse. Donc, on a la notion vulnérabilité égale faiblesse. Pour moi, dans ma définition, vulnérabilité égale puissance. Parce que pour moi, c'est vrai que ce mot est presque pas le bon, si ça se trouve, il est difficilement, il est connoté de faiblesse, la notion de vulnérabilité. Peut-être c'est sincérité ou authenticité. Ouais, peut-être qu'on pourrait le remplacer par authenticité, transparence. Moi, j'aime beaucoup utiliser le mot transparence. C'est se mettre à nu. Vulnérabilité, mais vulnérabilité, un être humain vulnérable, en fait, je crois que c'est l'image qu'on s'en est fait, c'est-à-dire qu'il enlève ses défenses. Donc, on imagine qu'il n'est vulnérable. Pour moi, au moment où l'être humain enlève ses défenses, en fait, il révèle ce qu'il est véritablement. Et pour moi, en fait, l'humain vulnérable, c'est-à-dire qui a enlevé ses défenses extérieures, est un humain extrêmement puissant. Il n'est pas faible, en fait. Donc, on pourrait peut-être remplacer le mot vulnérabilité par transparence, par se déshabiller, se montrer. Peut-être que c'est ça. Après, cela dit, comme tu l'expliques, je pense que là, du coup, c'est vachement compréhensible pour les gens. Il y a vraiment cette idée, quelqu'un qui ne va pas dans sa vulnérabilité, ça implique qu'il se barricade derrière plein de boucliers. Si tu es barricadé, c'est que tu n'as pas super confiance, c'est que tu as besoin de plein de choses pour tenter de te sécuriser, donc tu n'es pas puissant, quoi, en fait. Enfin, ça devient hyper logique, comme tu l'expliques après. Mais effectivement, pour la plupart des gens vulnérables… Il faut bien comprendre que la véritable puissance, ce qui fait qu'une personne se pose devant vous, elle va vous dire quelque chose et ce sera comme ça. C'est comme ça. Vous voyez, il y a des personnes, elles n'ont pas besoin de se mettre en colère, elles n'ont pas besoin de faire tout un pataquès pour être entendues et pour être respectées. Ces personnes-là, en fait, ce qu'il y a, c'est elles s'appuient sur leur véritable puissance. Elles ne s'appuient pas sur un ensemble de barricades qui vont en fait réduire leur puissance, leur lumière, qui vont les voiler, mais elles s'appuient sur leur véritable puissance intérieure. Elles se sont mises vulnérables et en fait, c'est des personnes qui semblent extrêmement puissantes, qui semblent faire preuve d'une autorité naturelle. Vous voyez tous ces adjectifs de la personne. Je ne sais pas pourquoi, mais je la sens bien. Je ne peux pas lui faire mal, je ne peux pas l'attaquer, je peux pas. C'est pas possible. Elle est naturellement, elle n'appelle pas à ça. Voilà. Et en fait, plus on va mettre les barrières, ce qui est vraiment marrant, plus on va mettre ces barrières autour de nous, plus en fait, on va appeler à être attaqué. On crée les barrières, la vie dit « Ah ok, il fait des barrières, il veut se battre, bon, parfait, on va aller jouer le combat. » Vous voyez ? Donc en fait, il y a cette confusion. Pour moi, vulnérable égale puissance et force. Vulnérabilité égale puissance et force. Mais vous voyez bien, ce n'est pas la puissance combative de l'attaque. C'est la puissance combative qui fait que la colère va s'exprimer non pas en gueulant, elle va s'exprimer dans une intensité de présence qui fait que les mots vont sortir peut-être un peu plus soutenus. Ils vont sembler plus soutenus, mais ils vont être posés avec puissance. Et là, les choses n'ont pas besoin, on n'a pas besoin de rentrer dans de la colère ou de la violence. On peut y être amené, on peut avoir des justement, Maxime en parle, il dit, mais parfois, se mettre en colère sur quelqu'un, ça peut être bénéfique. Même pour l'autre, non.
Pour moi, je suis tout à fait Pour moi, d'accord. oui, complètement. Voilà, ce qui compte, c'est de bien voir, est-ce que je suis en train d'agresser l'autre parce qu'en fait, je préfère taper sur l'autre que d'aller voir ce que j'ai chez moi. Voilà, et c'est juste la question qu'il faut se poser. Pourquoi je suis en train de taper sur l'autre? Après, pourquoi pas? En fait, ça reste des expériences qui vont de toute façon amener à se mettre à nu. Toutes les expériences, si vous regardez, si vous acceptez de les traverser, elles amènent et elles proposent systématiquement l'expérience de se mettre à nu à terme. Oui, et peut-être pour illustrer tout ce que tu dis aussi, moi j'aime bien focaliser un peu sur l'importance de bien avoir conscience d'où on est et de ne pas se flouer et de s'imaginer là où on n'est pas, en fait. Je vais donner un exemple, ça sera plus compréhensible. Moi, la première fois que j'ai fait une conférence, donc j'étais mort de trouille parce que j'ai très, très peur des gens à la base, hein. Je suis un vrai solitaire. Et donc, j'arrive pour cette conférence première. Et là, bon, il y avait, je ne sais plus, peut-être pas loin de 100 personnes. Et c'était que des femmes, mais vraiment. Et il y avait un seul homme dans la pièce et il filmait, enfin, je ne sais plus ce qu'il faisait. Donc, il n'y avait que des femmes. Et en fait, j'ai senti que j'avais besoin de m'avouer là où j'en étais et de le faire devant les gens. Donc, j'ai commencé la conférence en disant, écoutez, je me sens super impressionné, je me sens esseulé, là, un homme tout seul face à un parterre de lionnes. En plus, ça a déclenché des rires, hein, ça a détendu tout le monde. Et vu que j'étais en train de nommer l'endroit où j'étais, je faisais pas un déni de me dire ça va aller, je vais cartonner. Non, non, c'était pas réel. Ce qui était réel, c'est que j'étais mort de trouille. Donc, vu que je l'ai nommé, j'ai senti que mon corps se détendait. Et quand le corps est détendu, il y a une espèce de puissance qui commence à rayonner. Il y a quelque chose qui est dense, en fait, parce que qui est présent. Et en plus de ça, bah, ça a attiré la sympathie des gens. Automatiquement, ça a fait tomber le sachant. C'est-à-dire, bah, tiens, il est en train d'avouer qu'il a la trouille. Et c'est pas parce que je vais dans cette vulnérabilité que je vais pas pouvoir exposer des choses vachement intéressantes, que je vais rater ma conférence. Souvent, c'est une croyance des gens. Or, en fait, de l'exposer, ben, les gens se sentent, tiens, on est tous pareils, quoi, quelque part, ça détend tout le monde. Vu que j'ai posé ma pire peur d'entrée, bah, ça y est, elle se joue plus de moi, donc le corps est détendu. Et puis, pouf, ça a engagé quelque chose d'extrêmement dense, en fait, derrière. Alors, Maxime, il dit qu'il sent ce que tu dis. Luc, des fois, j'ai le sentiment que les boucliers sont soudés à ma peau. Je les sens, ils me pèsent et que j'aurais tout intérêt à les lâcher. Mais c'est comme impossible, malgré ce que je sais qu'ils me desservent plus qu'autre chose. Après, tu as des outils qu'on a donnés ce soir aussi. Après, tu sais, Maxime, c'est ce que je te disais, enfin, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Pour moi, c'est des étapes. Et là, ce que Florent et Luc ont pu vous montrer, c'est là où ça peut vous emmener, en fait. Mais pour moi, il y a des étapes avant. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de d'écrire, de noter. Par exemple, tous les soirs, c'est super intéressant. Un temps, ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps, mais une période de noter les situations de la journée qui ont fait vivre des choses à l'intérieur de soi et d'essayer de voir ce qui s'est passé, quelle est l'émotion qui a été ressentie, etc. En fait, c'est une forme d'entraînement et arrive un moment où ça sera naturel, il n'y aura même plus besoin de la noter, ça va pouvoir te traverser tout de suite comme ça avec aisance. Donc, je pense que c'est important d'aller étape par étape et simplement d'y aller en conscience. Des fois, par exemple, tu parlais de la colère, tu te mets en colère contre quelqu'un et là, tout de suite, ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Alors peut-être que cette colère, elle a besoin d'être évacuée comme ça. Et vas-y, fais-le. Enfin, c'est même positif parfois de se mettre en colère parce que ça nous fait vivre des choses et découvrir des parties de soi qui peuvent être extrêmement intéressantes. Mais si la colère, par exemple dans ton cas, je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais la colère, c'est quelque chose qui te sert à exprimer en fait une autre émotion, ben, prends le temps d'essayer d'aller voir vraiment ce qui s'est passé à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as ressenti? D'essayer de voir avec des mots qui décrivent ton émotion. Voir, ah ben non, en fait, c'était peut-être pas ça. En fait, peut-être qu'à ce moment-là, je me suis sentie touchée, je me suis sentie peinée. Et du coup, vu que j'étais blessée, bah, ma carapace a fait que j'ai eu envie de me battre, quoi. J'ai eu envie de renvoyer la personne dans ses lauriers et puis de l'envoyer balader. Alors qu'en fait, peut-être la racine de tout ça, ce n'était pas du tout la colère. Donc, voilà, c'est toujours intéressant d'aller regarder, de noter, de percevoir, de prendre un temps d'analyse. Et après, ça se fera naturellement. Mais voilà, on n'arrive pas à ça
d'un claquement de doigts. Ouais, Ouais, il y a pas de but, en fait. Une même émotion, elle peut se déconstruire en plein de fois, et c'est pas grave, parce exactement. qu'il va falloir un peu l'éroder, et puis à un moment donné, il va y avoir des premières charges qui vont se décharger, justement, pour peut-être un jour avoir vécu plein de situations qui vont être de moins en moins intenses jusqu'à ce que, ben, ça y est, c'est fluide, en fait, ça s'est déconstruit. Donc, ça peut se faire en plein d'étapes, et c'est pas grave, ça. Ouais, il faut bien avoir conscience que ces protections naturelles qui se mettent autour de nous, elles sont là pour nous protéger. Et il ne faut pas chercher non plus à dégager tout ça en disant ça ne sert à rien, ça m'empêche d'être qui je suis. Pour moi, on parlait de maturité émotionnelle. Je le vois vraiment comme ces couches nous protègent. Elles nous protègent de la vie, elles nous protègent de l'intensité de la vie pour nous laisser le temps de maturer et d'être capable de faire ce travail de maturer son intelligence émotionnelle. Et plus on mature son intelligence émotionnelle, plus on est capable d'enlever des couches, plus on est capable d'encaisser l'information brute. Voilà, jusqu'à ce que les couches qui servent à atténuer l'émotion, en fait, les couches, elles servent juste à atténuer l'émotion, elle va arriver réduite à nous. Et du coup, on va pouvoir la traiter. Et au bout d'un moment, eh ben, on a de moins en moins besoin de ces couches. Mais il ne faut pas le voir à l'envers. Il ne faut pas vouloir faire péter toutes les couches, alors que dedans, le tuyau est capable de ne faire passer que 10 volts et qu'on va se prendre du 300 000 volts. Vous voyez, on est vraiment là pour ça. Donc, on installe des résistances qui vont ajuster le voltage à ce qu'on est capable aujourd'hui d'intégrer pour que ce soit à notre rythme. Donc, le travail que propose Justine va naturellement augmenter la capacité à assimiler de l'émotion. Et donc, ce que tu appelles aujourd'hui les boucliers soudés à toi, ils vont se dissoudre automatiquement. Voilà, ton corps, tout ton système va dire « Ah, ça y est, je suis prêt à acquiescer à prendre plus rapidement de l'émotion. » Et donc, il va dissoudre ces protections-là. Donc, je vous en parlais au dernier live, il faut prendre soin de soi, ça reste la priorité absolue au final. Et après, on fait ce travail, pourquoi pas, mais la première étape, c'est prendre soin de soi et accepter les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard avec ça. C'est important. Moi, j'aurais envie de rajouter un autre petit point. Là, on est en train de parler de l'intelligence émotionnelle par rapport à soi, par rapport à la connaissance de soi, à la connaissance de ses émotions. Mais il faut voir que plus on apprend à connaître ses émotions, à les comprendre et du coup à les respecter et à avoir des comportements adaptés en fait à son émotionnel. C'est ce que je vous disais au tout début. S'il y a de la peur qui se réveille et qu'on n'arrive pas à comprendre que c'est de la peur, on risque d'avoir là où il faudrait fuir, on risque d'avoir un comportement où on va rester et on va se mettre en danger. Donc cette compréhension, elle est extrêmement importante. Mais après, il y a une autre étape qui arrive derrière et qui est importante parce que c'est souvent une zone de souffrance dans la vie de beaucoup de gens, c'est l'intelligence que ça provoque par rapport à l'émotionnel de l'autre. Et du coup, c'est ça qui permet de rentrer en interaction dans des vraies interactions beaucoup plus profondes. Et justement, où, avec des personnes, on peut chacun montrer ce que Luc nommait la vulnérabilité tout à l'heure, de se montrer tel qu'on est et d'avoir une relation avec quelqu'un qui est équilibré. Et ça nous permet aussi de mieux gérer les désaccords, de mieux gérer les conflits. Parce qu'en fait, quand on sait ce qu'on est, quand on connaît notre fonctionnement émotionnel, on est capable de capter le fonctionnement émotionnel de l'autre. Donc, du coup, chacun va pouvoir s'adapter l'un à l'autre et aller ensemble dans une direction qui va convenir plutôt que d'avoir besoin d'aller en force. Parce que si on ne connaît pas notre fonctionnement émotionnel, la personne va peut-être nous chercher sur quelque chose. Et vu que nous, on est encore tout excité, pas encore du tout contenu dans son émotionnel, dans la compréhension, dans la maîtrise, on va tout de suite partir là-dedans et puis ça va aller au conflit en fait. Donc cet émotionnel permet après de rentrer dans une interaction beaucoup plus simple et beaucoup plus saine avec autrui. Et authentique, en fait. Si imaginez, vous êtes avec quelqu'un qui vous dit tout va bien, je suis en pleine forme, il vous fait sentir que tout a l'air parfait dans sa vie, vous n'allez pas avoir envie de vous dévoiler dans vos propres problèmes parce que ça va vous donner l'impression que vous êtes une petite crotte. Donc, par contre, si vous tombez face à quelqu'un qui va vous dire c'est difficile, en ce moment, je traverse des choses qui me chahutent, naturellement, ça va vous mettre en confiance pour aussi peut-être vous dévoiler un petit peu. Donc, ça donne par la suite des rapports beaucoup plus authentiques quand on commence à laisser circuler ses émotions, à se dévoiler. Ça enlève les malentendus. Oui, des fois, ça peut être percutant parce qu'on va pouvoir dire à quelqu'un, écoute, là, ce que tu m'as dit, ça m'a peiné, je me suis senti peiné. Donc, ça peut nous bousculer, mais au moins, ça dénoue tout de suite. Il y a pas quelque chose, un nœud qui a le temps de s'installer pour des semaines ou des mois, où à la fin, on ne sait même plus
le pourquoi du comment, il y a un mur qui sépare deux êtres. Hein. La profondeur d'une relation, on peut vraiment l'estimer au langage émotionnel que les individus ont entre eux. Hein. Et moi, au cabinet, je voyais tellement de couples pour qui ça n'allait pas du tout, parce qu'en fait, finalement, quand on creuse, on se rend compte que ces personnes ne parlent jamais de leurs émotions. Mais vraiment jamais. Et ils vont dire, nous, on parle de la pluie et du beau temps, etc. Et quand ça ne va pas, est-ce que vous en parlez? Ah non, 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 ça, voilà, on garde notre jardin secret. Souvent, c'est ça, on garde notre jardin secret, etc. Mais en fait, dans une relation comme ça, où on ne parle pas de soi et de ce qu'on ressent, et qu'on ne s'intéresse pas à ce que l'autre ressent, on va obligatoirement droit dans le mur, en fait. On passe à côté complètement de la sincérité et de ce qu'est une relation. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Peut-être que ça peut contredire certains, mais ça permet peut-être de réinterpréter certaines choses que j'ai pu dire dans ce live. La notion de vulnérabilité, il y a une partie quand on montre cette vulnérabilité qui est comme si on montrait un joyau. Et ce joyau, pour pouvoir être accueilli à sa juste valeur, il a besoin de pouvoir être compris et vu dans ce qu'il représente véritablement, dans la valeur qu'il représente véritablement. Et c'est vrai que de montrer son joyau, c'est-à-dire qui on est véritablement, à quelqu'un qui est capable de reconnaître ça, l'expérience vécue est tout à fait différente parce qu'il y a du répondant. On sent que le niveau de communication monte dans des sphères qui sont vraiment tout à fait déroutante. Et on est capable, je ne sais pas si ça vous est arrivé, quand cette connexion est capable de s'établir, d'avoir la sensation en quelques mots de pouvoir échanger des informations qui sont d'une complexité et qui normalement nécessiteraient des heures de conversation. On se comprend très vite avec cette personne. J'ai l'impression qu'on va prédire ce que l'autre va dire. J'ai l'impression qu'en quelques mots, on arrive à échanger. En fait, ce qui se passe, c'est que les deux joyaux se montrent et l'émotionnel communique. Et du coup, l'information, parce que l'information, au final, les mots nous servent à faire transiter un bagage émotionnel, ils passent tellement vite et tellement bien que les mots deviennent juste une toute petite partie de la véritable communication, une toute petite partie. Et cette expérience, peut-être vous l'avez tous vécue avec quelqu'un, elle est toujours... c'est génial de pouvoir avoir de temps en temps ce genre de relation. Voilà, donc... Voilà, ça peut peut-être relativiser ce que je disais sur... il y a des situations où on peut montrer cette vulnérabilité à l'extérieur, et il y a d'autres situations où cette vulnérabilité, on la conserve à l'intérieur, elle est pour nous-mêmes, et on en prend soin. Voilà. Parce qu'on sent parfois qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables d'en prendre soin de cette vulnérabilité. Et il ne s'agit pas de la sortir comme ça pour faire l'expérience de la sortir, parce que si quelqu'un abîmait ce joyau, en quelque sorte, après, ça peut être très, très compliqué de réussir à y retourner. Donc, c'est vraiment prendre soin de cette part de soi. Et la nécessité de bien ne pas se la faire à l'envers. Imaginez, vous ne vous êtes jamais dévoilé émotionnellement. Si vous voulez tout dévoiler d'un coup, le chemin ne se sera pas fait entre votre intérieur et votre extérieur. Donc, vous aurez peut-être encore des gens dans votre vie qui ont des comportements un peu pervers. Donc, de dévoiler tout d'un coup, alors vous ne l'avez jamais fait avant, ça va vous confronter, ça va être terrible en fait. Donc, la nécessité d'oser regarder là où on en est et d'oser se dire, pour le moment, je me sens juste de dévoiler ça un tout petit peu et c'est très bien. Ça va permettre petit à petit de faire le chemin. Il y aura un ménage qui se fait avec des gens qui étaient trop toxiques pour vous. Mais si vous voulez tout faire d'un coup, voilà, ça va faire mal, quoi. En fait, ce qu'on est en train de vous proposer ce soir, c'est une invitation à remettre du mouvement dans votre système émotionnel. On n'est pas en train de vous faire miroiter un état et de vous dire « moi, je veux prendre le pont qui me mène directement là ». Ça, c'est le danger, c'est le gros danger. Et c'est vraiment pas ça qu'on est en train de vous proposer. On vous montre, dans l'idéal, à quoi l'émotionnel peut servir et comment il peut fonctionner sainement. Et on vous propose de remettre du mouvement dans votre système actuel pour commencer à vous diriger vers ça. Mais je vous rassure, nous non plus, on n'est pas arrivé à cet état-là. Enfin, je veux dire, les émotions, il y a des jours où on peut être étonné de se dire waouh, on a une super bonne gestion émotionnelle. Et puis le lendemain, moi, je vais gueuler sur mes enfants comme un putois et je vais me dire, mais mon Dieu, ma gestion émotionnelle aujourd'hui, c'est l'intelligence émotionnelle, 0. Mais c'est OK, en fait. On est en chemin. Il faut, le tout, c'est de remettre du mouvement. Ouais, tout à fait. Parfois, on va se refermer comme une petite huître. Moi, ça m'arrive aussi parce que c'est juste pas possible de montrer certaines choses. C'est pas grave. Ouais, ce que je trouve très intéressant dans ce que dit Justine, c'est cette notion
de chaque jour faire un petit pas. C'est-à-dire de chaque jour, allez, aujourd'hui, cette émotion-là ou cette chose-là, je vais être capable d'y aller un tout petit peu plus. Et en fait, ce qui compte, c'est la dynamique. Ce qui compte, c'est cette dynamique et ce mouvement et le fait qu'on ne reste pas enfermé dans un schéma, parce que là, sinon, on peut y rester enfermé pendant des dizaines d'années en disant non, je ferai aucun effort, je ne vais rien changer à rien, rien nulle part. Par contre, un petit pas tous les jours peut vous sortir en fait, de schémas inimaginables et vous changer complètement votre vie en très peu de temps au final, ou en plus longtemps ou en très peu de temps. Mais de toute façon, ce que vous allez ressentir, on en a déjà parlé à plein de reprises dans différents lives, ce qui nous donne la sensation d'être vivant, c'est la sensation d'être en mouvement. Et donc, en fait, après, une fois qu'on est en mouvement, on se sent vivant et finalement, on n'est plus pressé d'arriver. On est plutôt pressé de revivre chaque jour ce petit mouvement. Voilà. Et du coup, l'importance n'est plus d'arriver, l'importance, c'est de conserver ce mouvement. Et moi, je terminerai aussi sur un dernier point là, par rapport à ça. Quand moi, je vous parlais tout à l'heure de faire une sorte de tableau où vous marquez une situation, ce qui se passe au niveau émotionnel, la pensée automatique qui peut arriver avec, comme je vous disais, je suis nulle, etc. Et ben, ça peut aussi vous amener à débusquer vos croyances limitantes. Et souvent, c'est quand on voit l'émotion, quand on voit la situation, quand on voit la pensée automatique et quand on voit comment ça se répète, mais en fait, vous pouvez rajouter une colonne avec marqué croyances limitantes au bout parce qu'en fait, ça va vous permettre d'aller comprendre, ah mais ok, en fait, cette émotion, elle revient tout le temps dans des situations extrêmement similaires et en fait, à chaque fois, je me dis ça de moi. Donc, ça vous donne des clés, en fait, cet émotionnel sur une quantité d'outils et une quantité de possibilités de compréhension de vous qui sont énormes, en fait. Donc voilà, ça amène à encore plein d'autres choses. J'ai fait une petite vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, sur la chaîne d'Éclosiance, notamment sur les croyances limitantes. Et je pense que les deux peuvent se recouper de manière assez intéressante. Est-ce qu'il y aurait des questions? Je pense que même si on a démarré un peu en retard, on a quand même abordé un bon nombre de choses. Ça va faire quand même 1 heure là, qu'on est tous ensemble. Une bonne heure, et s'il y a peut-être une dernière chose à dire, ou sinon, on va arrêter pour ce soir. Est-ce que ça vous a permis de toucher un peu du doigt et de comprendre l'intelligence émotionnelle, la sphère de l'émotionnel, ou c'est encore un peu flou parce que vous a donné pas mal d'informations et ça peut paraître un peu parfois indigeste quand il y a... Non, il y a eu beaucoup d'informations là ce soir. Ouais. Bon, en tout cas, du coup, ce mois-ci, le soin du 15, ce sera en rapport fort avec ce qu'on a abordé ce soir. Sur l'émotionnel. Exactement. Et ce sera sous la forme d'une hypnose qui va vous permettre d'aller découvrir un peu le champ des possibles à travers l'émotionnel. Donc, ce qui est génial, c'est que Justine, elle se met en contact avec ce qui est le plus important quand elle va vous faire l'hypnose. Donc, ça peut être une surprise totale, mais l'intention posée pour le soin du 15, ce sera d'aller explorer un des aspects de ce qu'on a pu aborder ce soir. Et moi, j'ai envie de vous conseiller de regarder, si vous ne l'avez pas encore vu, le dessin animé Vice Versa. C'est pour moi une clé énorme sur la compréhension de l'émotionnel et sur comment notre émotionnel va nous amener dans des directions qu'on ne maîtrise plus du tout parfois. Je trouve qu'il est sympa. Ouais, il est vraiment hyper intéressant sur l'émotionnel. Beaucoup d'éclaircissements, super. Et vraiment, retenez aussi la dernière petite clé, petit pas par petit pas. Le grand écart est un fantasme occidental. Le je vis mes émotions du jour au lendemain dans toute leur intensité, en un jour, fantasme. Je traverse le pont en une seule enjambée, fantasme. Petit pas par petit pas, vraiment. Et ça, c'est vrai dans toutes les sphères de la vie. Ouais. Et d'avoir une dynamique petit pas par petit pas est beaucoup plus satisfaisante que d'avoir un grand pas, puis de s'arrêter pendant 3 ans, puis d'avoir un grand pas, puis de s'arrêter pendant 3 ans. Oui, parce que souvent, plus le grand pas met dans des insécurités terribles. Et, en fait, et après, on fait le pas en arrière pour revenir où on était avant souvent. Donc ça, c'est super. Ouais. Exactement. Okay, voilà. Super. Bon, écoutez, encore une fois, désolé pour le petit problème technique de début de live. Et finalement, Zoom est vraiment
ça nous a permis peut-être une prise de conscience, quelque chose qui n'est pas arrivé par hasard, que Zoom, c'est vraiment pas mal. Exactement. Donc, peut-être que la semaine prochaine, le mois prochain, vous recevrez directement un lien pour se connecter à Zoom. Voilà. Ouais. On est allé sur une ressource, on a vécu nos émotions. Donc et oui, et puis pour le coup, on a vraiment vécu des émotions. Hein. Le stress, ça ne fonctionne pas. Du coup, se retrouver dans un début de live, dans un état qui n'était pas tout à fait celui qu'on avait espéré. Voilà, donc on était en plein dans tout ce qu'on a travaillé, enfin, tout ce qu'on a abordé aujourd'hui. Donc voilà, une expérience intéressante. Allez, bonne soirée. Merci. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Salut.